Ancien élève de Sciences Po Paris et de l'École nationale d'administration, vous avez été pendant 20 ans au cœur du pouvoir et de la politique étrangère française, notamment pendant 14 ans aux côtés du président Mitterrand à l'Élysée, et puis 5 ans comme ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Lionel Jospin et sous la présidence de Jacques Chirac. Ce qui vous donne cette expérience quasiment unique d'avoir travaillé au cœur de la politique étrangère française, à la fois sous des gouvernements de gauche, de droite et également en cohabitation en France. Depuis, vous continuez de conseiller les dirigeants de ce monde, et notamment les dirigeants français, y compris le président Emmanuel Macron, même si, et c'est une précision importante que je dois faire, vous vous exprimez ce soir à titre personnel. Aujourd'hui, vous dirigez un cabinet de conseil en stratégie géopolitique, à l'instar de vos ex-homologues étrangers. Vous voyagez beaucoup et nous sommes heureux de vous accueillir ici en Égypte. Vous écrivez, parmi vos ouvrages, on peut citer La France au défi, Le monde au défi et qui devrait paraître bientôt chez Fayard, Compte à rebours. Compte à rebours, alors que la région bruisse bruit de bottes, alors que l'on se demande si une nouvelle guerre ne va pas éclater, et on se demande également si les relations actuelles entre la Russie, les États-Unis et le reste des pays du monde ne nous placent pas dans une nouvelle situation de guerre froide. Et donc je souhaiterais lancer cette conférence en vous adressant cette question. Connaît-on aujourd'hui une nouvelle guerre froide? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de passer ce petit moment avec vous. Je suis là grâce à l'insistance de deux amis, Stéphane Romaté et Mohamed Bouabdallah. Et d'autre part parce que j'aime beaucoup l'Égypte et que c'était l'occasion de faire au Caire quelque chose que je n'ai jamais fait alors que j'ai dû venir plus de 30 fois dans ce pays, soit à titre officiel, soit comme touriste. J'avais jamais eu le temps de flâner dans le Caire, en fait. Donc j'ai passé ma journée à flâner. Aller dans un nombre considérable pas dans les musées, que je connais les musées, mais bon, je n'avais pas flâné dans les rues, je n'étais pas arrêté dans toutes sortes d'endroits, des cafés, je fais des courses. C'était génial. Bon, voilà. C'était un aspect de la ville que je connaissais, notamment par des ouvrages extraordinaires comme l'immeuble Yacoubian, mais par d'autres ouvrages. Donc je suis très heureux de cette occasion. Mais je ne suis pas là pour vous raconter mes impressions, pas que pour ça en tout cas, sur une ville que vous connaissez mieux que moi puisque vous y vivez, mais pour vous faire part de mes réflexions sur la question que vient de lancer Mohamed en disant que, et je réponds tout de suite, non. Je ne crois pas que nous soyons à la veille d'une nouvelle guerre froide. Et ce n'est pas forcément rassurant parce que la guerre froide est restée froide. C'est ça sa caractéristique. Ce qu'on appelait la guerre froide, c'est cette situation d'affrontement et de menace mutuelle très puissante qui a éclos presque tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui a duré jusqu'à la fin de l'URSS. Pas la chute du mur dont on parle tout le temps, mais on en parle de façon exagérée. La vraie date, c'est pas novembre 89, c'est décembre 91, quand l'URSS disparaît. Plusieurs décennies d'affrontements, et c'était très simple. Alors qu'aujourd'hui, rien n'est simple. C'est une des différences. À l'époque, il y a l'Est et l'Ouest qui se menacent, sur le plan nucléaire, conventionnel, propagande, assassinat d'espions par paquet, c'est pas un ou deux, c'est par paquet, etc. Et il y a eu des moments de tension, et de menaces et de crise aiguë. La crise de Berlin, il y a très longtemps, la crise de Cuba, plus récemment, d'autres, etc. Mais c'est une guerre qui est restée froide, c'est-à-dire qu'elle n'a pas éclaté. La dissuasion nucléaire a verrouillé, mutuelle, a verrouillé ça. Ça n'a pas éclaté. Il y a eu des conflits dans le reste du monde, le tiers-monde, troisième monde, expression inventée par un sociologue français, Alfred Sauvy, par analogie avec le tiers-État dans l'histoire de la Révolution française. Là, il y a eu des révolutions variées, des putschs dans un sens, puis dans l'autre, puis les guerres liées à la décolonisation, pas partout, heureusement, mais bon. Mais c'était stable. C'était évidemment une situation pénible pour les gens qui n'étaient pas du bon côté. Mais ce n'était pas au bord de la guerre, ce n'était pas un processus guerrier. Aujourd'hui, c'est très compliqué à décrire. Même quelqu'un comme moi qui a passé un peu ma vie à me passionner pour ça, bien longtemps avant d'être ministre, parce qu'avant d'être ministre, j'étais routard, j'ai beaucoup voyagé. J'ai même été en Afghanistan en voiture, vous voyez, des choses comme ça. Donc je me suis passionné pour le monde depuis très très longtemps.
Et il faut que vous ayez en tête que depuis la fin du système bipolaire, la fin donc du système États-Unis-URSS, depuis la disparition de l'URSS, la réapparition de la Russie, donc depuis le début des années 90, il n'y a plus d'expression consensuelle pour décrire le monde. Alors qu'avant, c'est la guerre froide. On est d'un côté ou de l'autre, mais personne ne conteste qu'il y ait guerre froide. Vous voyez, le tiers-monde, on sait ce que ça désigne. Aujourd'hui, il n'y a plus d'expression qui soit consensuelle partout. Alors, la vision optimiste, la vision occidentale prétentieuse et optimiste, c'est la fin de l'histoire. Nous, les Occidentaux, on a gagné, terminé. Et il n'y a plus d'histoire parce qu'il n'y a plus de contestation. Et tout le monde est rallié à l'économie de marché et au libéralisme. Bill Clinton disait la démocratie de marché. Il y a quelques pays récalcitrants, c'est ce qu'on pensait dans les décennies 90, mais on va les ramener à la raison rapidement, en faisant des sermons ou des sanctions, des injonctions, des interventions. C'est l'époque où je parlais, moi, d'hyperpuissance, à propos des États-Unis, la décennie 90. Bon, il y a cette vision-là. Et en fait, ça ne marche pas. Parce qu'on voit bien que ça ne s'est pas passé comme ça, vous voyez. Et donc aujourd'hui, plus personne n'est tout à fait sûr de la description de l'état du monde. Est-ce que c'est toujours l'hyperpuissance? Non. Même si les États-Unis restent la puissance numéro 1. Est-ce qu'il y a une alliance Chine-États-Unis? Les Chinois auraient trouvé chic à un moment donné, un peu prétentieux, qu'il y ait un G2. États-Unis et Chine, ils allaient gouverner le monde. Mais ce n'est pas vrai. Il y a trop d'antagonisme entre les États-Unis et la Chine pour que ça fonctionne, même s'ils peuvent être momentanément d'accord sur tel ou tel point. Alors, la France adorait l'expression « monde multipolaire ». Jacques Chirac s'en servait beaucoup parce que ça énervait les Américains, donc il aimait bien « monde multipolaire ». Mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'on n'est même pas sûr des pôles, en fait. Il y a évidemment un pôle américain, un pôle chinois, bon, c'est sûr, quand même encore le Japon, la Russie, malgré tout, qui a fait un retour en montrant qu'elle avait gardé un pouvoir de nuisance, même si les Occidentaux avaient cru qu'on pouvait la passer par pertes et profits. Et au-delà, on ne sait pas très bien. L'Union européenne, il y a toute une mécanique Union européenne, mais est-ce que les Européens, les vrais peuples européens, pas l'Europe imaginaire, est-ce que les peuples européens veulent vraiment faire une puissance avec ce que ça représente comme prise de risque? C'est pas évident quand on voit les comportements des Européens, les votes, etc. Est-ce que le Brésil est une puissance globale? Non. On l'a cru il y a 10 ans, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'Inde, ils n'ont pas d'ambition tout à fait globale. Donc les pôles, c'est qui? Puis peut-être dans les pôles, il ne faut pas oublier le terrorisme, qui est un pôle à sa façon. L'économie mafieuse, on ne sait plus comment faire la liste, en fait. Donc même l'idée répandue de monde multipolaire ne fonctionne pas tout à fait. Elle n'est pas complète. Il y a toujours un système multilatéral, avec les 200 pays à peu près aux Nations Unies, mais les Nations Unies, ce n'est pas une puissance, c'est un lieu. D'abord, le U est de trop, les nations ne sont pas unies, c'est l'Organisation des Nations, c'est un endroit où elles se retrouvent, c'est mieux que ça existe que si ça n'existait pas. Mais après, tout dépend des rapports qui se nouent entre ceux qui veulent s'affronter ou coopérer, etc. C'est assez instable tout ça, vous voyez. Donc il n'y a pas d'expression toute faite. D'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, mon ami Guterres, dit que c'est un monde chaotique. Chaotique. Chaotique, ça ne veut pas dire au bord de la guerre. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas très stable. On n'est pas tout à fait sûr de ce qui va se passer. Chaotique. Et on n'est pas ni dans la guerre froide, ni à la veille de la Troisième Guerre mondiale, comme disent les médias quand ils ne savent pas quoi dire, parce qu'il n'y a pas les mécanismes qui conduisent à une guerre mondiale. Si vous regardez l'analyse, la situation avant 1914, il n'y a pas les alliances automatiques qui ont emmené dans une guerre mondiale des tas de pays qui ne pensaient pas à cet engrenage. Et il n'y a pas du tout l'équivalent du risque hitlérien sur l'Europe avec ce que ça entraînait, etc. Mais il y a des tas de zones de tension, des tas de zones de conflit possibles un peu partout. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que là où on s'attendait donc à la communauté internationale, encore une expression creuse qui ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de communauté internationale, en fait. Les peuples pensent tous des choses différentes. Les différents peuples du monde, ils n'ont pas peur des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes souvenirs, ils n'ont pas les mêmes ambitions, etc. Bon, il y a un système multilatéral qui fonctionne plus ou moins, mais il n'y a pas de communauté. Donc ce qui me frappe là-dedans, c'est que cette situation de désorganisation relative, de déréglementation géopolitique, on parle de déréglementation à propos de l'économie et des finances, mais aussi une sorte de déréglementation, de désorganisation géopolitique, fait que ça libère des tas d'ambitions variées, des tas de puissances qui se disent dans ce semi-chaos, je vais jouer mon jeu. On le voit bien avec la Chine qui monte imperturbablement depuis Deng Xiaoping. Mao Tse-tung a refait la Chine, l'unité,
une cruauté absolue dans des fleuves de sang. Enfin, il a refait la Chine. Et Deng Xiaoping a libéré l'énergie de la Chine. Et c'est lui qui a changé le monde. C'est pas Mao, c'est Deng qui a changé le monde. Alors la Chine monte. Jusqu'où? On n'en sait rien. Est-ce que ça va créer une sorte de coalition de résistance ou d'inquiétude pour endiguer la Chine? On ne sait pas. Peut-être, c'est pas sûr. Mais la Chine se dit, dans ce monde-là, j'ai pas de raison de me retenir. Les États-Unis ne contrôlent plus l'ensemble. Les Occidentaux ont perdu le monopole. Ils n'ont pas perdu la puissance. Ils n'ont pas perdu la richesse, notamment par tête. Mais ils ont perdu le monopole. Il y a d'autres qui sont puissants également et qui peuvent, à leur tour, projeter dans la mêlée mondiale leurs visions, leurs ambitions, leurs mots. Les Occidentaux ne sont plus les seuls à pouvoir définir l'axe du mal. Qui sont les bons, qui sont les méchants? C'est pas aussi simple que dans Star Wars. Ça se complique. Les autres ont une sorte de pouvoir nominal aussi. La Russie, je l'ai dit, qu'on croyait avoir, dont on pensait qu'elle avait disparu, la Russie a montré qu'elle n'avait pas un pouvoir géant, elle n'a pas un PNB gigantesque en plus, mais un pouvoir de blocage sur quelques points. Puis les émergents, ils sont plusieurs dizaines. Donc il y a plein de pays qui jouent leurs cartes, plus les puissances non étatiques. Je l'ai dit, des puissances terroristes, enfin des entités terroristes, des entités mafieuses, il y a des puissances spirituelles. Le pape pèse plus que beaucoup de pays. Le Dalai Lama a du poids. Les évangélistes, donc cette secte protestante particulière, a une influence sur le monde parce qu'ils ont une influence aux États-Unis dans le jeu électoral. Et Trump, par exemple, suit d'assez près ce que pensent les autres. Donc énormément de force dans tous les sens. C'est un grouillement. C'est une espèce de mêlée confuse. Vous voyez? Et ça libère des ambitions, des calculs, des prises de risque. C'est là où il y a un risque. Pas un risque général, mais c'est une situation dans laquelle tel ou tel pays, tel ou tel acteur particulier peut se dire « Tiens, je vais tenter ce coup-là », ce qu'il n'aurait pas fait 20 ans avant, parce que c'était trop surveillé, trop verrouillé, en fait. Donc c'est déverrouillé. Bon, c'est moyennement rassurant, mais ce n'est pas non plus automatiquement pessimiste. Dans le cas du Moyen-Orient, je ne suis pas là pour vous parler que de votre région que vous connaissez mieux que moi, mais faisons le lien quand même. Dans le cas du Moyen-Orient, ce qui est frappant, c'est que les puissances globales, ce qu'on appelait autrefois les grandes puissances, qui ont organisé le Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale, en bien ou en mal, ça c'est un autre débat, mais elles avaient la capacité d'organiser. Quand l'Empire ottoman s'est disloqué, s'est ramené à une Turquie limitée, et encore il avait été question de l'amputer encore plus. Donc à l'époque, la France, la Grande-Bretagne avait le pouvoir de dire est-ce qu'on fait un Liban ou pas, un grand ou un petit Liban, est-ce qu'on crée un Irak ou pas d'Irak. Bon. Et donc il y a eu des décisions, c'est les fameux accords Saïx-Picot, qui à l'origine comprenaient l'Italie, qui voulait mettre la main sur l'Anatolie. Mais comme l'Italie a pris le parti de ceux qui ont perdu la guerre, exit l'Italie. Bon. Donc ça, c'est des trucs à l'ancienne. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, même si les puissances ont toujours une politique, plus ou moins. Mais vous voyez bien qu'elles ne mènent plus le jeu, en fait. Même si une partie de l'opinion au Moyen-Orient croit toujours que ce sont ces puissances-là qui tirent les ficelles, c'est tout à fait faux. Il suffit de faire la liste depuis 30 ans de ce que voulaient les États-Unis, ou la Grande-Bretagne, ou la France, bon, ou la Russie, ou autre. À peu près rien n'a marché, en fait. Donc il n'y a plus de manipulation externe. En revanche, ce que j'ai décrit comme étant déverrouillé, ça remet au premier plan un affrontement Iran-Arabie, qui est évident. Et au-delà de l'Iran, pas tous les sites, mais enfin un certain nombre de sites dans différents pays. Et autour de l'Arabie, un certain nombre de pays sunnites, même si c'est plus compliqué, mais tout le monde sait ici que c'est plus compliqué, mais je simplifie. Donc il y a cet affrontement. Et la question d'aujourd'hui, c'est jusqu'où cela va-t-il aller? Ou est-ce qu'à un moment donné, les Iraniens et les Saoudiens vont se lasser de s'entretuer par Yéménites interposés ou par Syriens interposés? Et comment est-ce que ça peut se calmer? On a eu des guerres de religion en Europe, c'était il y a longtemps, mais enfin, le mécanisme est le même. Les atrocités étaient monstrueuses, tout à fait comparables à ce que Daesh fait aujourd'hui. Et ça a fini par s'arrêter, parce qu'il y a eu des accords remarquables dans l'histoire de l'Europe, les traités de Westphalie, mais ils ont été imposés à l'époque par la grande puissance de l'époque, c'est-à-dire la France, à l'époque, c'est Richelieu et Mazarin. Deux génies, d'immenses hommes d'État, qui ont réussi à imposer ça, à un moment donné.
Dans le système Moyen-Orient, aujourd'hui, il me semble qu'aucune des parties prenantes ne peut imposer complètement ses vues. Ni l'Iran, ni l'Arabie, ni la Turquie, on va dire. Il y a d'autres acteurs, mais c'est les principaux sur ce plan. Ils ne peuvent pas imposer complètement. Mais ils sont là. Ils peuvent gagner des batailles. Ils ne peuvent pas gagner complètement. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura l'idée d'une sorte d'arbitrage? Comment? C'est une des questions principales. Mais aujourd'hui, si on parle de ça en avril 2018, on ne sait pas la suite. Et les interventions extérieures peuvent compliquer le jeu, ou au contraire faciliter momentanément telle ou telle chose, mais ne peuvent pas imposer une solution de l'extérieur. C'est pour ça que la plupart des schémas qu'on utilise d'habitude, qu'on a souvent en tête, ne fonctionnent plus. L'idée que l'Occident soit à l'avant-garde de l'humanité, que tout le monde va se rallier petit à petit aux valeurs et aux principes de l'Occident, c'est plus tout à fait vrai, même s'il y a des aspirations universelles partout, bien sûr. La vieille lecture tiers-mondiste ne fonctionne plus. Donc la vieille lecture de revendication contre les puissances colonisatrices ne fonctionne plus. Ça n'explique rien de ce qui se passe actuellement. Tellement il y a de divisions et de compétition entre les pays qui ont constitué autrefois le tiers-monde. Dans le monde arabe, il y a eu une longue période de nationalisme arabe. C'est plus du tout une clé de lecture. Il y a du nationalisme dans pas mal de pays arabes comme ailleurs, bien sûr, partout, mais ce n'est pas une clé globale d'explication. Quant à l'affaire au sein du monde musulman, ça concerne, au sein de l'islam, ça concerne beaucoup le Moyen-Orient, mais pas que le Moyen-Orient. C'est une question mondiale, en fait. Donc, il y a une concentration d'interrogations et de difficultés dans cette zone du Moyen-Orient. Ce n'est pas propre au Moyen-Orient. Ne vivez pas dans l'idée que le monde, globalement, va bien et qu'il y a une sorte de concentration de calamités uniquement dans cette zone. Ce n'est pas vrai. C'est un monde globalement quand même flottant. Regardez par exemple en Occident. En Moyen-Orient, on pense toujours que les Occidentaux ont abusé, ont exagéré, qu'ils tirent les ficelles, etc. Bon. Les Américains, ils sont très désemparés face à une situation mondiale qu'ils ont cru contrôler entièrement. Ils doivent se rendre compte que ce n'est plus le cas. Mais l'idée d'avoir un leadership seulement relatif, c'est complètement étranger à leur vision. Ils veulent tout contrôler. Tout contrôler. Être en sécurité totale. Brzezinski, très grand penseur américain, avec Kissinger aussi. Brzezinski est mort il y a 1 an environ. Il disait les Américains veulent toutes les formes de sécurité accumulées. Tous les systèmes défensifs, offensifs, dissuasifs. Tout. Mais après, ils ne savent pas très bien s'il faut contrôler le monde entier pour être en sécurité ou au contraire se protéger relativement. Et regardez les Américains depuis une vingtaine d'années. À la fin de chaque présidence, ils élisent le contraire exact du président sortant. À la fin de Clinton, par exemple, Clinton qui aurait été réélu s'il avait pu se représenter, si la Constitution ne l'avait pas empêché. Ils élisent George W. Bush. C'est l'inverse exact. C'est l'inverse de son père, président Bush numéro 1, mais c'est également l'inverse de Clinton. Après George W., ils élisent Obama. C'est le contraire exact. Après Obama, ils élisent Trump. C'est encore plus le contraire par rapport aux autres. Donc ça traduit un corps électoral qui est complètement déboussolé, en fait. Vous voyez, c'est comme un bateau qui n'a plus de point d'équilibre. Ils ne savent plus comment réagir. Ils étaient à fond pour la mondialisation, parce qu'évidemment, ils étaient mondialisateurs. La mondialisation, ça ne tombe pas du ciel. Il y a des mondialisateurs et des mondialisés. Ils étaient à fond pour la mondialisation parce qu'ils pensaient que ça profitait énormément aux États-Unis, que ça renforçait leur position, etc. Ce n'est plus tout à fait sûr. Alors, ils basculent. Vous voyez les hésitations. Ne voyez pas les États-Unis comme une puissance dominante, sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut et qui manipule tout. Ce n'est plus vrai. Ça a peut-être été vrai, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Alors ça peut... Ils ont réconforté des peuples qui pensent qu'ils ont souffert des États-Unis. Ça panique l'ensemble des pays du monde qui sont quand même protégés par les États-Unis depuis des dizaines d'années. Par exemple, au sein de l'Alliance Atlantique, les États-Unis payent encore 70%. 70% des dépenses de l'Alliance Atlantique. Bon, ça c'est pour parler du désarroi américain. Les Européens, j'en ai dit un mot, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Il y a une construction européenne qui est très intelligente, qui est très rationnelle, menée par des petites élites. Ce n'est pas antidémocratique, parce que ça a toujours été ratifié par les peuples, par les parlements, par les élections, etc. Mais depuis une vingtaine d'années, depuis qu'on a atteint un point très important dans la construction européenne et que depuis François Mitterrand, on a estimé que
On ne pouvait plus éviter le référendum pour savoir exactement si les gens suivaient. C'est ric-rac depuis longtemps. D'ailleurs, le référendum de Maastricht, qui organisait le passage à une monnaie unique, alors qu'avant on était de facto dans une zone marque. Donc c'était une sorte de progrès collectif. Le référendum de Maastricht, alors qu'il était soutenu non seulement par Mitterrand, qui avait un poids énorme, mais par tous les leaders politiques de l'époque, sauf le Front National, et tous les commentateurs, tous les experts, Maastricht est passé à même pas 2 points d'écart. Il y a eu 48% des Français qui avaient voté contre à l'époque. Et depuis lors, il y a eu des référendums perdus, d'autres réussis. Mais on voit bien qu'il y a une hésitation énorme en Europe entre des petites élites européistes qui veulent poursuivre l'intégration, dont elles pensent que c'est la seule solution d'avenir, que c'est mieux à tout point de vue, etc., et des peuples qui ont en grande partie décroché. Classe populaire et même classe moyenne. Des tas de gens qui ne sont pas contre l'Europe. Il y a des vrais anti-européens, bien sûr, pour des raisons de principe ou idéologiques. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas contre, mais ils n'y croient plus beaucoup. Ils sont devenus sceptiques. La presse a tort d'employer le mot eurosceptique pour parler de ceux qui sont euro-hostiles. En France, le Front National n'est pas eurosceptique. Il est euro-hostile, par exemple. Bon. Donc il y a des gens devenus sceptiques, déçus, allergiques. Voilà. Et donc ça ne fait pas de l'Europe, globalement, un acteur puissant, conscient de ses moyens, qui sait ce qu'il veut. Donc dans le tableau que j'ai fait d'instabilité relative, et je redis, beaucoup de tensions, mais pas automatiquement des guerres. Dans ce tableau-là, l'Europe n'est pas... Et moi, je suis désolé d'avoir à dire ça, mais j'essaie d'être le plus exact et honnête possible dans ma description. Et on ne voit pas l'Europe émerger comme une puissance apaisante, parce que beaucoup d'Européens en sont restés à la conclusion d'après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est qu'il ne faut pas refaire de puissance. C'est trop dangereux d'être une puissance. Donc ils veulent bien faire des sermons, ils veulent bien parler de droits de l'homme comme ça, ils veulent bien imposer des normes, des critères, ceci, cela, mais une vraie puissance qui s'engage ou pas évident. Donc vous voyez, ce que vous pouvez ressentir avec inquiétude ou frustration au Moyen-Orient, en Égypte en particulier, ce très vieux pays, mais qui est confronté à une situation compliquée. Ce que vous pouvez ressentir, ne croyez pas que c'est spécifique à la région et à ce pays. Les autres pôles du monde sont tous parcourus d'interrogations également, sauf peut-être la Chine. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un jour ou l'autre. Puis je vais m'arrêter là pour qu'on ait un échange, c'est ce qui est prévu. Enfin, c'est un préambule, ça. La Chine, il y a un débat sur la Chine. Après ce tableau, on pourrait dire, oui, mais enfin, la Chine, eux, ils ont les moyens, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont une sorte de despotisme d'ingénieurs organisés, ils n'ont pas à tenir compte des réseaux sociaux et blablabla. Bon. Donc ils avancent. Il y a quand même beaucoup de pays dans le monde que ça perturbe. Les Japonais sont très inquiets, les Indiens sont très inquiets, une partie des pays d'Asie du Sud-Est sont inquiets, pas tous. Le Vietnam est inquiet, les États-Unis sont furieux. Alors est-ce que ça veut créer une coalition pour les endiguer? On ne sait pas. Et que veulent les Chinois au bout du compte? Les vrais spécialistes de la Chine, les amoureux de la Chine, les gens qui adorent l'histoire, le pays, sa langue, etc., disent, vous inquiétez pas, les Chinois méprisent le monde extérieur, donc de toute façon, ils ne veulent pas convertir le monde extérieur. Contrairement aux chrétiens qui ont voulu évangéliser tout le monde, puis droit de l'homiser tout le monde, ou aux musulmans qui veulent convertir tout le monde, les Chinois, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Ils ne vont pas faire les valeurs chinoises universelles, donc ils vont vous laisser tranquille. Ça, c'est ce que disent les spécialistes de la Chine au sens culturel classique. Mais les gens qui regardent la géopolitique, qui regardent les cartes, les rapports de force, la puissance démographique, enfin la puissance, les statistiques démographiques, l'aspect énergétique, les routes de la soie, une politique chinoise qui a déjà un impact sur 70 à 80 pays, se disent mais c'est pas possible que la Chine ne développe pas une vision hégémonique, une vision de puissance. Si c'est le cas, ça nous renvoie à la question qui traverse mes propos, c'est est-ce qu'il va s'organiser quelque chose qui fasse contrepoids? Qui, comment? Voilà, donc vous voyez beaucoup d'éléments d'incertitude, beaucoup d'éléments d'instabilité, et pas que au Moyen-Orient, mais pas forcément d'éléments d'inquiétude automatiques. Même en Syrie, même s'il y a une frappe en réaction à l'emploi de l'arme chimique, on peut débattre sans fin sur l'arme chimique, mais enfin, même les Russes ne prétendent pas que le régime n'a jamais employé l'arme chimique, même s'il y a des doutes.
au cas par cas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient dit eux-mêmes quand ils avaient dit la dernière fois, ils avaient fait cette proposition pour que le régime renonce à l'arme chimique. À ce moment-là, c'était leur intérêt de reconnaître que ça avait été employé, mais que ça ne le serait plus grâce à eux. Donc à certains moments, ils disent mais il n'y a aucune preuve, à d'autres moments, ils disent oui, il y a des preuves, mais grâce à nous, c'est fini. Bon. Oui, l'explication russe varie. Mais même là, même s'il y a des frappes, parce que c'est pas possible de ne pas réagir à l'emploi de l'arme chimique sur des populations civiles, notamment de la part de la France, qui est un pays qui est resté traumatisé par l'emploi de l'arme chimique dans les guerres de 14-18 par les Allemands de l'époque, notamment la France qui est dépositaire de la Convention sur l'interdiction de l'arme chimique. Ça ne veut pas dire guerre non plus. Ça ne veut pas dire guerre générale. C'est autre chose. Vous voyez, tout est très, très, très compliqué. Donc je suggère d'aborder ces questions sans trop de simple, sans être alarmiste, ni naïvement optimiste, mais sans simplisme en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je voudrais quand même... J'ai noté 3 choses par rapport à ce que vous nous avez dit et les éléments de comparaison avec l'histoire, même si comparaison n'est pas raison, mais pour un peu poursuivre dans cette idée de est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter ou pas. On parlait de avant 1914, vous dites à l'époque il y avait des systèmes d'alliance automatique qui aujourd'hui n'existent pas. Ça, c'est une chose. Mais on peut quand même constater aujourd'hui qu'il y a, comme avant 1914, une compétition entre des puissances rivales, une puissance dominante, à l'époque c'était l'Angleterre, une puissance émergente c'était l'Allemagne, et que la mauvaise gestion de cette montée en puissance de l'Allemagne vis-à-vis de l'Angleterre a été une des causes de la conflagration. Aujourd'hui, on a le même schéma avec les États-Unis et la Chine, premier point. Deuxième point, à l'époque, il n'y avait pas de mécanisme de sécurité collective. Alors certes, aujourd'hui, nous avons les Nations Unies, mais des Nations Unies mal en point, avec un Conseil de sécurité soit paralysé, soit contourné. Et puis, troisième question, vous faisiez référence à Richelieu et Mazarin. Pour revenir encore plus loin dans l'histoire, on peut se poser la question, où sont les Richelieu et les Mazarin d'aujourd'hui qui seraient capables intelligemment de gérer cette difficulté qu'on vit aujourd'hui? J'ai déjà répondu sur 2 points. J'ai dit que les Nations Unies, ce n'est pas une puissance, c'est un lieu, c'est le nom de la salle. Donc ça dépend de ce qui se passe dans la salle. Qui est d'accord avec qui? Mais ce n'est pas une découverte, ça. C'est comme ça depuis le début. Ce n'est pas comme si les Nations Unies avaient organisé le monde et que brusquement, elles ne soient plus capables. Ce qui a stabilisé le monde de la guerre froide, c'est la dissuasion nucléaire symétrique. Ce n'est pas les Nations Unies. Donc c'est pas pire qu'avant. Vous voyez ? Il y a eu un moment aux Nations Unies, après la fin de la guerre froide, où on a eu le sentiment que le Conseil de sécurité pouvait jouer son rôle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est des sentiments, comme vous dites. Des sentiments. Et ça veut dire que les puissances occidentales, notamment celles qui sont au Conseil de sécurité comme membres permanents, États-Unis, Grande-Bretagne, France, se sont dit on a gagné, on contrôle tout. Donc on va se servir du Conseil de sécurité. Et vu que la Russie est complètement raplapla, elle ne pourra plus mettre le veto. Donc ça a été vrai dans un certain nombre de cas. Il y a plusieurs opérations qui ont été menées avec l'accord de la Russie. D'ailleurs, accord de l'URSS, puisque l'opération au Koweït, Irak-Koweït, où il y avait d'ailleurs énormément de pays arabes dans la coalition, il y a eu accord du Conseil de sécurité. Il y a eu 2 ou 3 autres opérations après. Mais c'est parce que la Russie était momentanément pas en état de mettre le veto. Mais c'est plutôt... C'est pas que le monde se soit beaucoup dégradé depuis ce moment-là, c'est que l'échafaudage des illusions occidentales de l'époque s'est effondré. C'est les Occidentaux qui ont extrapolé trop par rapport à ça. Donc on revient, on a cru à la communauté internationale. Voilà. Et puis patatras, on est dans un champ de foire d'affrontement. Bon, vous voyez, c'est plutôt une déception. Ça, c'est pour la question 2. Alors, revenons à la question 1. La question 1, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de tension, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait aucun affrontement. Je dis qu'il n'y a pas le mécanisme de guerre mondiale, puisque vous me posiez la question. En 1913 ou 1914, personne ne croit aller à la guerre mondiale. Ça n'existe pas, on ne sait même pas ce que c'est. Il n'y a jamais eu de guerre mondiale. Donc chaque protagoniste de l'été 14, en prenant des décisions idiotes, mais il pense qu'il va y avoir une guerre limitée, comme il y en a eu un petit peu au XIXe siècle. Pas beaucoup. Le Congrès de Vienne de 1815 a plutôt bien organisé les choses en Europe. Donc ils pensent que ça allait durer 1 mois et demi, et puis qu'ils auraient réglé un problème par la guerre, ce qui est une idiotie, mais c'est ce qu'ils croyaient. Ils n'étaient pas retenus par le fait que s'ils étaient trop imprudents, ils allaient généraliser un conflit. Depuis lors, on le sait. On le sait. Il y a eu un déclenchement face à Hitler, parce que
les puissances n'avaient pas le choix, et les démocrates de l'époque se sont alliés à Staline, et parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Quand ils se sont alliés à Staline, Staline avait tué beaucoup plus de gens qu'Hitler, déjà. Non, quand il y a eu l'alliance de la guerre, bon. Mais c'est parce que face à Hitler, il n'y avait pas d'autre choix. Cette situation ne s'est jamais retrouvée telle qu'elle. Donc oui, il y a des tensions, mais je ne m'attends pas à une généralisation. Par exemple, depuis le début, moi, je n'ai jamais cru qu'il y aurait une guerre à propos de la Corée du Nord. Je ne crois pas. Je n'ai pas été tellement surpris par... j'ignorais les détails de ce qui s'est passé entre la Corée du Nord et du Sud, mais je n'ai pas été surpris que quelque chose se développe de la part des Coréens pour essayer d'échapper à la tutelle des Américains et des Chinois par rapport à ça. En revanche, je serais étonné que dans les 15 ans qui viennent, il n'y ait pas à un moment donné un heurt entre la Chine et les États-Unis. Parce que le vrai affrontement, il n'est pas sur la Corée. Il est sur qui maîtrise la circulation en haute mer. Alors, la liberté de circulation en haute mer depuis 1945, ce sont les États-Unis. C'est les 7 flottes, 7 je crois, flottes américaines. Et les Chinois disent oui d'accord, c'était le cas avant, mais dans les mers de Chine, maintenant il faut demander l'autorisation. Les Américains disent c'est pas les mers de Chine, c'est des mers internationales. Les Chinois disent non parce que maintenant on contrôle tel ou tel îlot, donc voilà. Bon. Donc il y a une espèce de jeu de puissance classique, et il y aura quelque chose, je pense. Je serais étonné qu'il n'y ait pas un bateau coulé un jour, vous voyez, un truc sur des avions. Mais en même temps, il y aura des mécanismes de freinage, de réassurance. Donc je ne fais pas une projection... Lesquels, justement? Le lien bilatéral, il y a déjà une connexion directe secrète entre les deux marines, par exemple, vous voyez. Puis après, ça dépendra des dirigeants sur place. Je ne vois pas bien, à l'époque, un pays qui est capable d'élire Trump peut lire n'importe qui après, mais en Chine, c'est des gars rationnels et froids. Je ne vois pas bien les deux pays trouvant intérêt à une escalade dans l'affrontement. Mais quelque chose de limité, oui. Vous voyez, je ne fais pas une extrapolation naïve, hein. Mais ce n'est pas des mécanismes globaux. Et sur le Moyen-Orient, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est que, à mon avis, aucune puissance ne peut imposer complètement ses vues, et que ça devrait conduire un jour ou l'autre à une sorte de coexistence pacifique régionale. Mais en effet, il n'y a pas Richelieu et Mazarin. C'est comme ça. Sinon, ça serait déjà réglé. Mais pourquoi, dans la région, vous pensez qu'on va aboutir à une coexistence pacifique alors qu'on n'a aucune corde de rappel évidente qui pourrait, au contraire, on a plutôt l'impression qu'on est devant un conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre Israël et l'Iran, etc., notamment autour de l'accord nucléaire. Il faut tenir compte des peuples. Même dans des régimes autoritaires ou despotiques, voire dictatoriaux, bon, il y a des peuples quand même. Il y a des peuples, les peuples, ils veulent vivre en paix. Ils veulent se développer normalement. Ils veulent que leurs conditions de vie s'améliorent. Alors il y a toujours, dans les peuples, surtout s'ils sont angoissés, s'ils ont peur, il y a toujours une partie des gens dans l'opinion qui disent on est trop menacés, donc il faut frapper les premiers, sinon on va se faire avoir. Bon, toujours un raisonnement un peu nationaliste comme ça, mais c'est rarement majoritaire, ça, en fait. Donc il est évident, regardez en Arabie, MBS, il a derrière lui manifestement toute la jeunesse d'Arabie, dans ce qu'il tente de faire. Et dans ce qu'il tente de faire, il y a une modernisation, une ouverture, et il tente de juguler le clergé wahhabite. C'est pas évident, puisque l'Arabie est fondée là-dessus. Enfin bon. Mais parce qu'il voit bien, il y a une population. Dans les petits Émirats, il n'y a pas de population, donc c'est différent, mais en Arabie, il y a une population quand même. Les gens veulent vivre normalement. Ils vont aller au cinéma. Ils ouvrent des dizaines de cinémas, ça va être rempli. Vous allez voir les cinémas en Arabie. Bon. Donc les gens veulent vivre normalement. En Iran, c'est évident qu'il y a une société potentiellement très moderne. Elle est déjà d'ailleurs plus moderne que les sociétés autour, hein. Très moderne, avec beaucoup de dynamisme. Les femmes iraniennes sont à la pointe de ça, même si elles font semblant de se déguiser un peu, elles sont à la pointe du truc. Bon. Et puis il y a une créativité artistique énorme. C'est un grand pays moderne potentiel par rapport à ça. Donc ils veulent réintégrer non pas la communauté internationale, puisque j'ai dit que c'était une illusion pour le moment, mais simplement la vie normale des relations entre pays. Évidemment, il y a un régime qui est divisé par rapport à ça. Il y a une partie du régime qui joue cette carte pour... c'est la ligne Rouhani. Puis il y a une autre partie du régime qui ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'il pense que la partie dure, la partie Pasdaran, ils se disent que si l'Iran est trop normalisé, ils vont disparaître. Et c'est évident que la normalisation de l'Iran les condamne à terme.
Et un jour ou l'autre, ce régime disparaîtra ou va réussir à se métamorphoser de telle façon qu'il ne sera plus le même. Donc il y a les peuples. Voilà. Donc à un moment donné, même dans des régimes comme ça, il faut en tenir compte. Ça explique une sorte d'optimisme relatif et prudent à moyen terme, on va dire. Mais dans le même temps, ça ne dit rien sur l'année qui est devant nous. Hein. Mais dans le même temps, même si on a des peuples qui aspirent à la paix, au développement, à l'ouverture, on peut avoir des dirigeants qui, justement, pour garder le pouvoir, utilisent le nationalisme, utilisent le conflit à l'étranger. Oui, bien sûr. Et donc ça peut être oui, je sais bien. Non, mais c'est pas sûr que ça marche. Ça marche en partie en Israël parce qu'il y a vraiment une approche obsessionnelle qu'on peut comprendre pour des raisons historiques. Mais c'est pas sûr que ça marche dans d'autres pays, vous voyez. Puis même en Israël, un jour ou l'autre, les idées du camp de la paix ultra minoritaire aujourd'hui, mais même de certains travaillistes d'autrefois, reviendront au premier plan parce qu'ils seront fatigués d'être obligés d'entretenir une espèce de fièvre guerrière permanente, etc. Donc moi je pense qu'à un moment donné, toutes les ruses, tous les trucs employés par les dirigeants dont on parlait s'épuiseront. Il faut parier là-dessus en tout cas, puisqu'il n'y a pas de puissance dominante qui puisse imposer sa solution. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Ce n'est pas une analyse pessimiste, c'est juste une analyse. Même si on mettait ensemble, imaginons Trump, Xi Jinping et Poutine, ça fait étrange comme rassemblement, mais bon, on prend des puissances importantes, on les met ensemble, ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire au Moyen-Orient pour calmer les choses. Et par exemple, est-ce qu'il faut un État kurde ou pas d'État kurde? Vous voyez, c'est très compliqué. Et ils n'arriveraient pas à l'imposer. Donc malheureusement, je pense que cette tension ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais à moyen terme, je pense que si. Alors, une dernière, peut-être encore une ou deux questions avant de passer la parole à la salle. Si on prend comme point d'implication la Syrie, aujourd'hui, qui est le théâtre d'affrontements régionaux et de jeux de puissance à la fois régional et mondial, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que ça va finir par s'arranger, un modus vivendi va finir par être trouvé, ou est-ce qu'on va continuer dans ce conflit S'arranger, c'est beaucoup dire, hein. Mais non, en Syrie, de facto, les politiques occidentales ont échoué. Américaines ou françaises notamment. Elles ont échoué. Bon, on peut le regretter, mais c'est un fait. Et qui est-ce qui contrôle plus ou moins la situation en Syrie aujourd'hui? C'est la Russie, la Turquie et l'Iran. Mais pas d'accord sur tout, en fait. Donc je pense qu'en termes de combat, les horreurs auxquelles on a assisté ces derniers jours, ces dernières semaines, ce sont les derniers du genre, en fait. Après, il y a une sorte de stabilisation. Le régime qui a survécu grâce à la Russie est là. Il contrôle une partie du territoire, mais pas tout. Il a besoin de ses parrains protecteurs pour rester là. Et ailleurs, c'est stabilisé, à part quelques poches, en fait. Donc, en termes humanitaires immédiats, je veux dire, les plus grandes horreurs de cette guerre sont derrière nous. Ça ne veut pas dire solution, ça. Pour qu'il y ait solution, ça voudrait dire que soit les différents protagonistes de guerre lasse se résignent à ce que ce régime continue en se disant qu'avec les puissances protectrices, il sera moins pire qu'avant, soit qu'il y ait une sorte d'accord politique entre les trois puissances protectrices, au sens de protectorat, une sorte d'accord en disant ce régime quand même a trop de sang sur les mains, même si Daesh doit être éliminé. Bon, à ce moment-là, il faut trouver une autre solution, mais on ne peut pas savoir. Eux-mêmes ne savent pas, en fait. Vous voyez, on voit bien, par exemple, que Poutine a saisi l'occasion de démontrer aux Occidentaux qui le croyaient hors jeu qu'il avait gardé un pouvoir de nuisance résiduel, mais quand même, et qu'il est un peu embarrassé, là. Et c'est pas évident que, même du point de vue de Poutine, même d'un point de vue nationaliste russe, ce soit très commode d'avoir à gérer ça avec les Turcs et encore moins avec les Iraniens. Il n'est pas exclu qu'à un moment donné, Poutine trouve un certain intérêt à essayer de gérer ça de façon plus collective en remettant un pays occidental dans le jeu, par exemple la France, qui a un lien historique. Voilà, donc apaisement au sens il y a moins de gens tués tous les jours, oui. C'est moins pire qu'avant. Bon. Solution politique, non. Voilà. Donc il peut y avoir une période de transition où un régime tient parce qu'il est là,
mais la solution restera à trouver. Alors vous l'avez évoqué, on est dans le monde réel, hein, le monde... Tout est compliqué, rien n'est très simple. Alors vous l'avez évoqué, le rôle de la France. Comment vous voyez justement le rôle de la France à la fois dans l'équipe mondiale et puis plus spécifiquement dans la région? Il y a eu un débat en France qui a été lancé par l'ouvrage de Justin Veil sur entre le néoconservatisme et le gaulo-mitterrandisme, entre ces deux écoles de pensée. Comment vous voyez aujourd'hui la politique étrangère de la France par rapport à ce débat? C'est un micro-débat. Hein. Donc voilà, je ne sais même pas s'il y a 2 personnes dans la salle qui savent de quoi il s'agit, mais... Ce dont Mohamed parle, c'est qu'il y a eu, disons, la politique étrangère française contemporaine a été réinventée, reformulée par le général de Gaulle, et pendant très longtemps, on se disait, oui, mais quand la gauche arrivera au pouvoir un jour, ils vont balayer tout ça, parce qu'ils sont très pro-européens, ils sont atlantistes, etc., etc. Et quand Mitterrand a été élu, finalement, il a endossé l'essentiel des vues du général de Gaulle, en étant plus pro-européen, mais enfin, c'était quand même la même chose en matière militaire et diplomatique. C'est pour ça qu'on a parlé de gaulo-mitterrandisme, même si ça paraît bizarre de les associer, puisqu'ils se sont combattus, et que ça fait hurler les vieux gaullistes. Enfin, ils avaient reconnu que Mitterrand... D'ailleurs, les vieux gaullistes préféraient Mitterrand à Giscard, à ce moment-là, vous voyez. Donc, une sorte de gaulo-mitterrandisme, qui est la politique étrangère de la Ve République. C'est un pays européen, oui, c'est un pays occidental, oui, c'est un pays loyal avec ses alliés, mais enfin, c'est quand même un pays indépendant. Un pays indépendant et qui a sa politique à lui, à l'Est et au Sud. Voilà, en très, très, très résumé. Bon. Et alors après, il y a eu tout un débat parce que quand Nicolas Sarkozy était élu, il a annoncé la rupture. Je romps avec l'héritage d'avant. Lui, il voulait dire je romps avec Chirac, qui avait continué ça, un peu comme ce que j'ai fait moi quand j'étais ministre dans la cohabitation. Bon, donc lui-même a annoncé la rupture. Et d'ailleurs, au début, il était totalement aligné sur le président américain George W. Bush. Et il était à fond pour Netanyahou au début. Et au bout de 5 ans, il ne pouvait plus supporter Netanyahou, en disant on ne peut pas lui faire confiance, un menteur. Bon, voilà. Donc il y a une espèce d'évolution un peu erratique. Mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, beaucoup de gens, mais je ne suis pas là pour alimenter des controverses honorables et intellectuelles, mais franco-françaises quand même. Et il y a un certain nombre de gens qui ont pensé qu'on n'ait pas tout à fait retrouvé le fil de la grande politique étrangère française, d'où l'opposition entre 2 formules, le gaulo-mitterrandisme et le néoconservatisme. Je voudrais rappeler ici que ça fait un peu séminaire de 3e cycle sur la politique étrangère. Je ne veux pas qu'on embête la salle, mais les néoconservateurs, ce sont au départ des Américains qui étaient à la gauche du Parti démocrate, il y a 40 ans, et qui se sont déchaînés contre Kissinger quand Kissinger a commencé à inventer la détente, alors qu'on était en pleine guerre froide. C'était bien pire à l'époque qu'avec la Russie aujourd'hui. On a quand même inventé la détente. Et les conservateurs, mais nouveaux, néo-conservateurs, ont dit c'est intolérable de négocier quoi que ce soit avec l'URSS. Il n'y a pas à négocier, il faut les faire reculer, il faut les menacer, il faut être en conflit s'il le faut. Enfin, donc une ligne très dure, contre le réalisme kissingerien. Et avec l'évolution des idées, ils sont passés en 40 ans à la droite du Parti républicain, en venant de la gauche du Parti démocrate. Et en gros, ils ont dit, après la fin de l'URSS, contrairement à ce que nous croyons, ce n'est pas la fin de l'histoire. Fukuyama se trompe complètement. En fait, les Occidentaux, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont encerclés par des tas de puissances ennemies. Tous les Russes, tous les Chinois, tous les Arabes, tous les Africains, etc. Et donc, il faut que les Occidentaux se serrent les coudes pour se défendre. Et ça a 2 conséquences très concrètes. Premièrement, il ne faut jamais critiquer les Israéliens, quoi qu'ils fassent, parce qu'ils sont en première ligne contre la barbarie. Ça, c'est leur vision. Et deuxièmement, il ne faut pas de politique étrangère française trop autonome, ni trop originale, parce que ça sème la perturbation chez les Occidentaux. Donc, gaulo-mitterrandisme, terminé. C'est ça le débat. Alors qu'évidemment, je suis obligé de simplifier affreusement, parce que les politiques étrangères en vrai, c'est jamais aussi simple. Puis ça dépend beaucoup des événements, ça ne dépend pas que des théories. Il y a un Premier ministre anglais autrefois à qui on avait dit « Qu'est-ce qui va orienter votre politique étrangère ?» Il avait dit « Les événements ». Et c'est assez honnête de répondre ça, parce qu'il n'y a pas que des théories. Bon, voilà, donc on est dans une phase où on a un nouveau président depuis 1 an qui manifestement est hyper doué d'abord, mais très ambitieux, très réaliste, très volontariste.
Et donc, il a dit qu'il ne s'interdisait rien et qu'il ne voulait pas, au nom de grands principes honorables mais qui rendent stériles, il ne voulait pas refuser de parler à X ou Y. Et on parle à tous les gens qui font partie des problèmes. Pas parce qu'on a envie de parler avec des régimes affreux, mais simplement c'est par réalité. Donc vous avez une France aujourd'hui qui est a priori plus réaliste, ambitieuse, plus réaliste. Alors après, qu'est-ce que ça donne? La France ne peut pas, elle toute seule, faire des miracles. Hein. C'est pas ça qui va faire disparaître la question Iran-Arabie, par exemple. Mais la France peut avoir des idées. Elle peut être entendue par les uns et par les autres. Elle peut, le moment venu, jouer un rôle utile. Elle peut être une des seules à dire des choses que les autres n'oseront pas dire, ou le dire plus tôt, déclencher des processus mentaux. Donc je crois que la France a une vraie valeur ajoutée. Merci beaucoup. On va passer la parole à la salle pour des questions. Donc, il faut lever la main. Quelqu'un tout au fond là-bas. On va prendre plusieurs questions à la suite. Levez la main. Au dernier rang. On peut parler fort, peut-être. C'est pour la traduction. Allez, allez-y. Ok, bonsoir. Je vous remercie beaucoup pour cette conférence, c'est très riche. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses. Je ne suis pas politicien, mais quand même, en tant qu'Égyptien, Proche-Orient, j'ai passé quand même quelque temps en Europe. Juste, vous avez dit que les forces mondiales ont perdu l'influence au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Je ne suis pas seulement d'accord avec vous. On sait bien, quand j'étais après le 11 novembre 2001, les Américains, ils ont annoncé la guerre contre l'Irak sans l'aval de l'ONU. Et je me rappelle bien que Dominique de Villepin, à l'époque, c'était sur la tête des affaires étrangères de la France. Il a donné son discours très connu à l'ONU, qui était très courageux, contre cette guerre en Irak, injustifiée et qui n'est pas du tout légitime, qui va causer pas mal de problèmes. Et après, Condoleezza Rice qui a parlé de le chaos au Proche-Orient, le nouveau Proche-Orient, qu'on va créer le nouveau Moyen-Orient, on va faire une petite guerre qui va donner après à la création de nouvelles forces au Proche-Orient, de nouvelles alliés. Donc ma question est, je pense que les forces mondiales ont quand même une influence au Proche-Orient. Elles peuvent influencer s'ils ont vraiment la volonté de résoudre quelques problèmes au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Ils peuvent faire quelque chose. S'il y a une vraie volonté occidentale, de force mondiale, ils peuvent quand même bouger et faire des choses. Merci. On va prendre plusieurs questions d'affilée. Le micro. Devant là. Là, il y a... S'il ne me regarde pas. Je vous en prie. Adel Rafla, un Égyptien, écrivain égyptien. La France a-t-elle regretté l'aide des groupes armés dans le combat avec Kadhafi et de réfugiés qui étaient leur premier ennemi? Pardon, Oui, j'ai pas compris la deuxième partie de la question. La France a-t-elle regretté l'aide des groupes armés dans le combat avec Kadhafi? Il est le premier ennemi pour ces groupes. C'est la première question. La deuxième, c'est comment voyez-vous les performances des médias français spécial France 24 après 30 juin en Égypte? Merci. On va prendre encore deux questions. Là. Écoutez, moi je crois que les organisateurs de cette charmante conférence sont à blâmer. Parce que vous auriez dû quand même au moins inviter un diplomate égyptien pour refléter le point de vue de l'Égypte. Parce que là, tout compte fait,
M. Védrine, il représente quand même la France et l'Occident. Merci. Alors, je crois savoir qu'il y a de nombreux diplomates égyptiens ou membres de l'Académie diplomatique ici qui représentent l'Égypte. Une autre question? Le jeune homme là. Oui, c'est vrai, il n'y a aucune femme qui pose de questions, n'hésitez pas. Mais je vous en prie, monsieur, allez-y. Comme vous voulez, hein. D'accord. Juste une question en rapport avec les frontières au Proche-Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez que les accords Sykes-Picot vont continuer à exister, ou bien les nombreux conflits dans cette région vont éclater les frontières dessinées il y a de nombreuses années par des étrangers? Parce que même si les conflits ne cessent pas de renaître sous plusieurs formes différentes, il y a quand même ces accords qui ont dessiné des frontières d'une manière assez étrange. Ils subsistent. Est-ce qu'il y a un moyen pour que ces frontières ne soient plus comme elles sont maintenant? Merci. D'accord. Oui. Allez. Bon, alors, on prend encore cette question et on fera on a trouvé une femme volontaire, quelque part. Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Guérin-Antaki, je suis française, mariée à un Syrien d'Alep. Je vis ici en Égypte depuis 13 ans, Monsieur Védrine. Et avant d'arriver en Égypte, je ne connaissais pas grand-chose au Moyen-Orient. Ma réflexion, plus qu'une question, c'est de vous dire que pour pouvoir m'adapter ici en Égypte, en tant que Française, et ça n'a pas été très simple, j'ai dû respecter la mentalité, les règles de ce pays. Je trouve, personnellement, c'est qu'aujourd'hui, l'Occident envahit beaucoup le Moyen-Orient et se permet de faire, d'imposer sa vision du monde occidental sur des pays qui n'ont pas du tout la même vision de contrôler leur vie à eux. Donc voilà, c'était à peu près la réflexion que je voulais vous dire. D'accord, allez, je vais répondre. D'abord, je vais commencer par la question étrange sur l'absence de diplomates égyptiens. Il pourrait y avoir un débat franco-égyptien, ça serait très intéressant, mais ce n'est pas le sujet prévu. Moi, je fais des conférences souvent, c'est la première fois que j'entends ce genre de questions. Ça ne m'est jamais arrivé dans aucun pays. Par exemple, j'étais en Tunisie la semaine dernière, et personne n'a dit qu'il fallait absolument un contradicteur tunisien. Mais on ne m'a jamais dit ça ni en Chine, ni en Argentine, ni nulle part. Donc c'est un autre sujet. Si on avait dit c'est une conférence sur l'Égypte, ou sur la politique étrangère de l'Égypte, et que je sois tout seul à parler, ça serait ridicule. Mais ce n'est pas le sujet. Je suis là en tant qu'ancien ministre français, analyste, auteur de livres, sur ma vision du monde, qui est une vision à la française, mais je ne représente pas les autorités. Donc en fait, chacun en fait ce qu'il veut dans sa réflexion. C'est pas comme s'il y avait eu un débat qui aurait été biaisé par l'absence d'une contrepartie. C'est tout à fait autre chose. Et puis je ne parle pas pour les autorités. Je suis dans un système comme la France, vous devriez le savoir normalement. Un système comme la France, il peut y avoir des personnalités dans mon genre qui étaient au cœur du pouvoir, qui continuent à parler. Il y a une culture à la française, mais on n'est pas forcément d'accord sur chaque détail. Et comme vous avez vu, je n'ai pas spécialement parlé ni de l'Égypte, et encore moins de la politique étrangère de l'Égypte, en partant de l'idée que vous la connaissez mieux que moi. Ça, c'est sur le premier point. Je prends un peu dans le désordre. Hein. Les médias, comme je ne regarde pas les médias, moi j'en sais rien, je ne sais pas. Je lis beaucoup la presse, mais je n'ai pas le temps dans la vie que j'ai de regarder les télés, encore moins France 24, dont je n'ai pas besoin quand je suis en France, donc je ne sais pas ce que France 24 a fait de bien ou de mal dans l'affaire en question. Je n'ai pas d'avis, franchement. Donc je prends les autres questions qui sont plus importantes. Dans l'affaire Sykes-Picot, alors les frontières Sykes-Picot, c'est la création d'un Irak qui a été débattu à l'époque, parce qu'on n'est pas à l'époque de la Mésopotamie. Mettre ensemble les différents morceaux de l'Irak, ce n'était pas évident, il y avait différentes solutions. Et d'ailleurs, à un moment donné des négociations à Versailles, un Kurdistan indépendant avait été envisagé. Mais le Kurdistan indépendant, c'est quand même
disons, un quart de ce qui reste de la Turquie après le démembrement de l'Empire ottoman. C'est un petit morceau de la Syrie, c'est un gros morceau de l'Irak. Bon, finalement, ça n'a pas été fait. Les Kurdes dénoncent encore cet abandon. Donc, il y a des frontières. Donc, remplacer les frontières, ça explique, mais si les pays sont d'accord, on n'a rien à dire. Donc, si les Irakiens et les Iraniens et les Turcs et les Syriens et les Libanais étaient d'accord pour faire entre eux une nouvelle carte du Moyen-Orient, vous pensez bien que les autres puissances du monde devraient s'incliner. C'est une solution. Mais c'est quoi les autres frontières? Daesh avait annoncé la suppression de la séparation entre la Syrie et l'Irak. De façon spectaculaire, à coup de bulldozer, ils ont montré que la frontière était abolie. Elle s'est reconstituée. Et aujourd'hui, tous les groupes syriens, qu'ils soient les groupes du régime ou les anti-régimes, ils sont pour le maintien de la Syrie. Mais c'est pas comme on n'est plus à l'époque d'avant, c'est pas une question qui peut être traitée par des diplomates français ou britanniques ou russes ou chinois. Ça relève donc, je dis, des pays de la région. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse simple. Dans la question de la Libye, c'est intéressant d'étudier les différentes interventions de l'Occident depuis la fin de l'URSS. Et puis j'ai dit même juste avant l'intervention donc au Koweït. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a des interventions qui ont été faites dans le cadre d'une décision du Conseil de sécurité. Autant l'ONU, globalement, n'a pas de pouvoir particulier, autant le Conseil de sécurité, oui. S'il n'y a pas de veto d'un des 5 membres permanents, le Conseil de sécurité a le droit de légitimer l'emploi de la force. C'est ce qu'on appelle le chapitre 7 de la Charte, en disant, en conséquence de quoi, tous les moyens doivent être employés pour réduire ceci, cela. Après, il faut qu'il y ait un pays volontaire pour s'en occuper, puisqu'il n'y a pas d'armée de l'ONU. Bon, tout ça. Donc, il faudrait distinguer, mais là, on n'a pas le temps, les interventions qui ont eu lieu avec le Conseil de sécurité, ou sans, celles qui ont été inspirées par des arguments à peu près convaincants, d'autres non, celles qui ont donné des résultats plutôt meilleurs ou catastrophiques. La pire de toutes, c'est l'intervention américaine en Irak en 2003, fondée sur une argumentation mensongère, sans le Conseil de sécurité, et qui a horriblement aggravé la déstabilisation du Moyen-Orient, qui n'est pas entièrement provoquée par les Américains, quoique pensés et complotistes, mais qui a affreusement tout aggravé. Voilà. Alors, dans le cas de la Libye, c'est un peu compliqué parce qu'à l'origine, il y a donc un ensemble de pays où il y a ce qu'on appelait les printemps arabes, des révoltes, et Benghazi, la ville de Benghazi se révolte contre le pouvoir Kadhafi. Et Kadhafi et son fils disent on va noyer la révolte dans des rivières de sang. Ce sont ces mots. Compte tenu de Kadhafi, on se dit il en est capable. Bon. Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe demande une intervention pour protéger. D'abord le Conseil de coopération. Et ensuite, la Ligue arabe, par la voix de son secrétaire général, demande une intervention de protection. C'est débattu au Conseil de sécurité. C'est accepté par le Conseil de sécurité. Ce n'est pas simplement une lubie française. Hein. Et donc, les pays qui mettent en œuvre, ce sont la Grande-Bretagne et la France, avec un soutien logistique mais important des États-Unis. Et la résolution dit il faut intervenir pour protéger le peuple libyen. Alors les choses se mettent en place, les blindés qui devaient attaquer Benghazi sont détruits, et là, en effet, on peut débattre, on peut considérer que ça a dérapé, parce que l'intervention a continué après. Et que si Kadhafi avait dit, bon, je m'arrête, ok, on arrête et on discute, ça serait peut-être arrêté. Mais Kadhafi a menacé tout le monde et n'a pas dit ça. Et les autres ne se sont pas arrêtés. Donc là, il y a un engrenage qui, en effet, va peut-être trop loin, on peut en débattre, et qui aboutit à ce qu'on a connu, c'est-à-dire l'élimination de Kadhafi par des tas de milices qui voulaient se venger, etc. Mais les puissances qui sont intervenues n'ont pas été en mesure de contrôler cette situation. Et après, on arrive à la situation actuelle, qui est extrêmement effrayante pour les Libyens, pour les pays voisins, dont l'Égypte. J'étais donc en Tunisie il y a quelques jours où le président tunisien me parlait de ses soucis là-dessus, etc., etc. Mais on ne peut pas présenter ça comme si c'était une expédition coloniale à l'ancienne. D'abord parce qu'il n'y a aucun enjeu stratégique en Libye, que personne n'a besoin du pétrole libyen, il y en a partout. Donc ce n'est pas une explication, ça. Donc c'est une autre explication. Mais ça ne veut pas dire que le résultat soit formidable non plus. Donc vous voyez, je fais une analyse nuancée. Moi, je pense qu'il fallait marquer, à titre personnel, là, marquer le coup empêcher l'attaque sur Benghazi et s'arrêter. Et s'arrêter, dire on recommence si vous réattaquez. Mais sinon,
on discute politiquement. Bon. Après tout, c'est ce que les États-Unis avaient fait quand Kadhafi était considéré comme le terroriste en chef. Les Américains l'avaient fait bombarder, et Kadhafi, terrorisé par ça, avait complètement changé sa politique. Et à partir de là, les services secrets libyens avaient coopéré avec les services secrets américains dans la lutte contre le terrorisme et 2 ou 3 autres choses. Et après, les Américains disent, bon, ça va, on est d'accord, on le réintègre dans le jeu international. Tout est toujours plus compliqué que ce que l'on croit. Voilà pour la Libye. Pour la question, madame, sur l'Occident qui impose, c'était vrai autrefois, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. C'est évident que l'Occident a tout dominé pendant plusieurs siècles. Pendant 3 siècles, les Européens ont dominé l'histoire du monde. Ils ont colonisé quasiment le monde entier. Alors pourquoi est-ce qu'ils étaient capables de coloniser? Pourquoi les autres se sont laissés coloniser? C'est un débat compliqué pour historiens, mais en tout cas c'est un fait. Donc les langues des pays occidentaux se sont répandues partout. Les langues, les techniques, la culture, etc. Et ça a donné des liens de haine et de vengeance, mais parfois des liens puissants et féconds, culturellement, linguistiquement. C'est toute une histoire. C'était plus vrai avant que maintenant. L'influence américaine, elle était colossale. Et l'influence américaine sur le Moyen-Orient, elle est à son paroxysme pendant des décennies. C'est moins vrai aujourd'hui, en fait. Alors peut-être qu'une partie des Occidentaux continue à s'exprimer sur ce mode, mais en fait, ce n'est plus tellement vrai aujourd'hui. Donc voilà. Donc je pense que c'est une vraie question. Que la mentalité occidentale soit restée, dans beaucoup de cas, animée par la volonté d'imposer la vision occidentale à l'ensemble des autres, c'est évident. Ça, c'est dans toute l'histoire de l'humanité, les peuples forts, à un moment donné, veulent imposer leur conception, leur religion, enfin tout, aux autres. Bon, ça marche un certain temps. C'est moins vrai maintenant. Et ça me ramène d'ailleurs à la première question sur les influences extérieures. Si les influences extérieures étaient dominantes, comme après la Première Guerre mondiale, quand il y a précisément les fameux accords Sykes-Picot, la discussion serait est-ce qu'on crée un Irak ou pas d'Irak, ou 3 pays différents. Bon, il n'y a aucun Irakien dans la discussion. Hein. Et la question sur Syrie, pas Syrie, Liban, pas Liban, mandat sur la Palestine ou pas, il n'y a aucun responsable régional dans la discussion. Ça n'arrive plus jamais comme ça. Plus jamais comme ça. Donc, bien sûr, il y a encore une influence des autres pays, je ne prétends pas ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait plus d'influence. Je dis que les pays occidentaux ne peuvent plus imposer leurs solutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et que les Russes non plus, les Chinois non plus. Sinon, avec ce qu'a dit la France depuis, notamment le discours de Mitterrand à la Knesset, il y a belle lurette qu'il y aura un État palestinien. Mais les Occidentaux n'ont même pas réussi à convaincre la droite israélienne de tolérer un petit État palestinien, démilitarisé, qui ne gênerait personne. Donc l'influence occidentale est quand même très limitée sur ce point. Mais s'il y a une volonté, il y aura. Non. Il n'y a pas une volonté. Non, parce que... Il n'y a pas une volonté occidentale. Il n'y a pas une volonté mais oui, ben, oui, je suis d'accord, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas une volonté oui. de créer un État palestinien. Bien sûr. Il n'y a pas une volonté. Bien sûr, mais c'est un argument qui se... Il y a eu une volonté de créer Oui. Attendez, j'ai compris. J'ai compris votre remarque et votre position. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, le raisonnement. Même quand il y a eu une volonté, alors il y a une volonté américaine, il y a une volonté française, réelle. La France a dit des choses honorables et courageuses depuis 30 ans, mais il y a eu à quelques moments des volontés américaines. Au moment de Clinton, à la fin, Obama un petit peu, mais vous savez très bien qu'aux États-Unis, il y a des forces puissantes qui s'opposent et qui se neutralisent. Et même un président américain qui considère que dans l'intérêt de la région et de l'Amérique, il faudrait une solution, n'y arrive pas. C'est une question de rapport de force. Donc la volonté, ce n'est pas la volonté en général. C'est la volonté de qui par rapport à la volonté de ceux qui veulent empêcher. Donc le résultat est là. Donc pour le moment, c'est plutôt la volonté de ceux qui veulent empêcher qui l'a emporté, sur ce point particulier. Si les États-Unis avaient été maîtres du jeu, il n'y aurait jamais eu la révolution en Iran en 1979. Ils auraient maintenu le Shah d'Iran au pouvoir. C'était le relais de la puissance américaine, gendarme du Golfe. Ils n'ont pas pu empêcher sa chute. Ils ont imposé des sanctions très dures contre l'Iran depuis 1979. Le régime est toujours là. Ils ne peuvent pas imposer toute leur vue. Et quand Obama était arrivé, il avait dit c'est une situation absurde. On impose des sanctions qui, comme d'habitude, pénalisent plus le peuple
que les dirigeants, et on n'arrive même pas à empêcher le programme nucléaire iranien. Et l'ensemble des Arabes disent faites quelque chose pour arrêter le programme nucléaire iranien. Et Obama dit mais moi je ne veux pas faire la guerre à l'Iran. Ce que recommandait Netanyahou. Obama dit il faut trouver une autre solution. Et il a réussi à imposer difficilement un accord dans lequel les Iraniens renoncent au nucléaire pour 10 ans, avec un contrôle permanent. Et c'est l'accord qui est contesté en Iran par les Pasdaran et à Washington par tous les anti-Obama. Bon. Mais dans ce cas très important, les États-Unis n'ont pas pu imposer leur politique à l'Iran. Dans le cas de l'Arabie, si les Occidentaux étaient influents, il y a belle lurette qu'il y aurait une politique de modernisation de l'Arabie depuis très longtemps. Très très longtemps. Ce que le prince héritier annonce maintenant, ça aurait été déclenché avant. C'est tellement notre intérêt que l'Arabie arrête de financer le wahhabisme partout dans le monde où il y a des musulmans. On était incapable de l'obtenir. Donc il y a énormément, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'influence, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intervention, mais je dis que les Occidentaux ne sont plus capables aujourd'hui d'imposer complètement une solution. Donc il y a les acteurs régionaux, avec leurs ambitions, leurs calculs, leurs stratégies, une intervention extérieure plus ou moins efficace, et à l'arrivée, vous avez une situation confuse. Voilà. On peut peut-être encore prendre une ou deux questions. Devant, là, ici. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il demande? Alors. Mais ça ne sert à rien de crier si on ne sait pas où vous êtes. Bonsoir. Alors, il y a déjà un micro ici, donc madame, allez-y. Je peux parler? Oui. Allez-y. Voilà, je suis très heureuse d'être là et j'ai appris beaucoup de choses. Je suis algérienne en visite en Égypte et j'ai appris beaucoup de choses sur l'Égypte, sur le monde, l'Amérique et tout le reste. Il y a un petit point qui m'a embêté un petit peu. J'ai quasiment pas parlé de l'Égypte alors. Vous n'avez pas dû apprendre grand-chose sur l'Égypte. Politiquement, un petit peu sur la politique. Vous avez dit que l'Amérique n'était pas très, les États-Unis, l'influence américaine n'est pas très, très forte en ce moment. Mais moi, je me demande, est-ce que si l'influence américaine n'était pas, si M. Trump n'était pas sûr de ce qu'il allait faire, il n'aurait pas imposé Jérusalem, la capitale d'Israël à Jérusalem, ce qui a fait beaucoup de mal à beaucoup d'Arabes. Et tout le monde sait tous les morts qu'il y a eu, etc., etc. Ça, c'est une partie de la question. Il y a une dame ici qui fait un travail sur la Tunisie et elle voudrait savoir quel est le rôle de la France, quel est le rôle et la relation de la France avec la Tunisie après la Révolution et quel est le rôle de la France dans le... comment dirais-je? Est-ce que la France aiderait la Tunisie à marcher dans la démocratie? Est-ce que c'est clair? Merci. On va prendre une autre question. Alors, ici, et puis ensuite, monsieur là. Allez-y. Oui, bonsoir. Je m'appelle Leïla et je voudrais poser une question à propos du monde dans lequel nous vivons. Vous l'avez décrit par un chaos mondial. Alors, n'est-il pas plus effrayant de vivre dans le monde actuel que dans le monde où il y avait vraiment des superpuissances comme les États-Unis ou bien l'URSS de l'époque. Et je trouve que le monde dans lequel nous vivons est beaucoup plus effrayant personnellement, donc je voudrais voir avec vous ça. Et puis de l'autre côté, le monde dans lequel nous vivons, vous ne pensez pas qu'il est temps pour les dirigeants du monde de faire des institutions nouvelles pour justement travailler dans les conditions actuelles? C'est-à-dire, vous dites que les Nations Unies sont juste un lieu où il y a des nations et que c'est donc revoir un peu les mécanismes. Donc, vous ne pensez pas qu'il est temps aussi de revoir toutes ces institutions ne sont pas telles caduques et n'est-il pas temps aussi de revoir un peu ce qu'il faut faire dans le monde chaotique dans lequel nous vivons actuellement? Voilà. Merci. Et on prend une dernière question. Monsieur, là. Ici, là. Ibrahim, ici. Là. Voilà, là. Dernière question.
سامي عبد الفتاح عبد الله امين حزب في احد الاحزاب يعني السياسيه. المهم نرى ان فرنسا يعني احنا في بدايه النهضه من ايام محمد علي ارسلنا اول بعثات لفرنسا، ما ارسلناش لا لالمانيا ولا انجلترا. ماشي الكلام، لكن اجد ان فرنسا متناقضه. يعني في الجزائر لما بعد الشاذلي بن جديد مسك السلطه، فرنسا انقلبت على الديمقراطيه في الجزائر. نراها ايضا ساعدت الخميني من باريس عشان حزب توده وما الى ذلك، وتسبب ناس اتظلمت في ايران بسبب الثوره الاسلاميه وما الى ذلك. وما زال برضه فرنسا هي بصناعه القرار، لكن لماذا فرنسا تسيب يعني تضع العقده وغير حلها؟ يعني حتى برضه في شمال الصحراء الازوات ومالي، فرنسا صناعه قرار وصناعه فكر، لماذا تضع الامور هكذا؟ كمان ايضا فرنسا سابت المهاجرين يروحوا لدوله الخلافه داعش وكلام من ده. ليه سابتهم؟ زي حياه عبدين وغيره 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 كلام من ده. نرى ان فرنسا ارجو انها يعني تنظر لنا بنوع من الثقافه افضل. وشكرا. Bon, allez, je vais répondre. Je vais tenter de répondre. Je suis désolé pour ceux qui avaient d'autres questions à poser qui n'auront pas eu le temps, mais je suis tenu par un emploi du temps après. De toute façon, les questions sont déjà très intéressantes, très, très vastes. Je vais y répondre de mon mieux. Alors, dans la dernière question, sur l'Algérie, je ne vois pas ce que la France a fait contre la démocratie en Algérie, puisque la France n'a eu aucune influence sur ce qui s'est décidé en Algérie depuis l'indépendance quasiment. Donc c'est un mythe absolu. Par exemple, quand le régime algérien avait décidé il y a très très longtemps, les généraux algériens pour être précis, de reporter le second tour des élections municipales parce que le Front islamique risquait d'emporter ces élections, la France l'a appris après, n'a évidemment pas été consultée. De toute façon, le dernier pays au monde que les dirigeants algériens consulteraient sur quoi que ce soit, c'est la France, pour des raisons historiques. Et à l'époque, le président avait dit la France souhaite que le cours des processus démocratiques puisse être repris dès que possible. Mais on ne peut pas faire plus. De toute façon, il n'y a aucune décision très importante au Maghreb, contrairement à ce qu'on croit dans les fantasmes, depuis donc les indépendances, qui étaient prises à la demande de la France. La France s'est réjouie de certaines évolutions, a regretté certaines autres, mais il n'y a pas de... c'est des pays indépendants depuis très longtemps. Donc je ne vois pas ce que la France a fait contre la démocratie. Et chaque fois qu'il y a des progrès vers la démocratie, la France en est très heureuse. On reproche plus souvent à la France d'ailleurs de donner des leçons de démocratie un peu en l'air, en croyant que les Occidentaux doivent encore gouverner le monde entier, et même quand c'est quand même très, très, très compliqué. Bon, quant aux jeunes Français musulmans qui sont partis vers Daesh, il y en a eu dans tous les pays. Il y en a eu beaucoup en Belgique, il y a eu beaucoup en Tunisie. La Tunisie est le pays qui, pas en nombre et en proportion, c'est des jeunes Tunisiens qui ont été les plus nombreux en proportion à partir... Il y en a eu partout. Il n'y a aucun problème français particulier. Et la France, qui est dans l'affaire du terrorisme, une victime, mais collatérale, périphérique, puisque les premières victimes du terrorisme de très 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 loin sont des musulmans. Sont des musulmans dans des pays arabo-musulmans. La France essaie de se protéger le mieux possible, comme les autres. Alors, ensuite, la question de Madame qui est ici, sur Trump et Jérusalem. Alors, sur Trump est compliqué à analyser, puis il est tellement énervant par son comportement qu'on a du mal à l'analyser. Bon, mais Trump, en réalité, il se réfère à une seule chose, il n'est même pas aligné sur Netanyahou. George W. Bush était plus aligné sur Netanyahou. Trump, il est aligné sur une seule chose, c'est son électorat. Et dans l'affaire de Jérusalem, il a suivi son électorat évangéliste aux États-Unis. Et ça peut paraître étrange à un public ici au Caire, mais les évangélistes sont plus durs encore que le Likoud. La droite israélienne demande de façon automatique et rituelle le transfert de l'ambassade. En fait, ils s'en fichent complètement, c'est une demande comme ça pour juste embêter les autres. Mais la décision n'a pas été prise à la demande de la droite israélienne.
La décision a été prise pour satisfaire la base évangéliste de Trump. C'est ça son point de repère. Et de son point de vue à lui. Alors, entrez une seconde dans le raisonnement de Trump. Faites un effort. Et Trump, il est obsédé. Il veut monter une coalition contre l'Iran. Parce qu'il veut détruire l'héritage d'Obama. Bon. Donc, il veut mettre ensemble les Israéliens de Netanyahou et les Saoudiens de MBS. Et quelques autres, contre l'Iran. Bon. Les Saoudiens sont assez avancés sur cette ligne, en fait. Arabie, Israël contre l'Iran, à condition que ça ne se voit pas trop. Or, Trump, avec sa décision sur Jérusalem, il a mis les pieds dans le plat. Du coup, ça s'est vu énormément. Donc, ça a énormément embêté les Saoudiens. Donc, MBS est obligé de reculer. Et le roi Salman, qui s'exprime très peu, a fait un communiqué pour dire qu'il n'y avait rien de changé à la position de l'Arabie sur la question d'Israël. Il n'avait pas du tout envie de faire ça. Donc Trump a été, même de son point de vue, d'une extraordinaire maladresse. Donc voilà pour le mécanisme. Je reconnais que c'est compliqué d'entrer dans les mécanismes de Trump, mais je vous dis, c'est une sorte d'électoralisme classique. Il regarde sa base à lui. Voilà. En ce qui concerne la Tunisie, depuis le changement en Tunisie, la France s'est mise à la disposition de la Tunisie à plusieurs reprises en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans la transition démocratique, mais sans donner de leçons. Et parce qu'on sait très bien qu'une transition démocratique, c'est un processus. On ne devient pas démocrate du jour au lendemain, comme si c'était une conversion religieuse. On n'est pas l'adepte de la dictature le lundi et brusquement des démocrates le mardi. Ça ne se passe pas comme ça. Dans toute l'histoire des peuples qui sont devenus démocratiques, c'était un long processus. Prenez l'exemple de la France sur un point sensible, le vote des femmes. Entre les premières élections en France, en 1795, quand on interrompt la révolution violente, la terreur, et puis le vote des femmes, il s'est écoulé 150 ans. 150 ans en France. Un pays qui est le mien, que j'adore, mais qui donne des leçons à tout le monde tout le temps. C'est quand même ridicule, quelque part. Bon. Et les Françaises ont eu le droit de vote après les femmes turques. Vous voyez ? Parce que les gens qui dirigeaient la Troisième République avaient peur du vote des femmes parce qu'elles étaient assez favorables à l'Église catholique, en fait. Alors que la Troisième République était très anticléricale, violemment. Bon. Donc c'est des processus. C'est long. Donc on a dit aux Tunisiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Et il y a un nombre extraordinaire de relations entre des villes, des associations, des ONG. Par exemple, les femmes tunisiennes qui sont très actives ont beaucoup d'associations qui travaillent avec énormément d'associations françaises ou autres, indépendamment des relations politiques. Et au niveau politique, il y a eu des relations, notamment avec le président Essebsi, que je connais bien. J'étais en Tunisie la semaine dernière, j'ai été reçu par le président. Et j'ai vu M. Ranouchi après, pour discuter avec lui sur ces différents sujets. Et donc les Tunisiens sont enchantés de ce que fait la France. Par contre, ils sont énervés par l'Union européenne, parce qu'ils trouvent que l'Union européenne ne les aide pas assez. Donc c'est une bureaucratie aveugle, et qui n'a pas de sensibilité politique. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais alors les Européens disent, mais les Tunisiens voudraient qu'on fasse plus, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. Et en Tunisie, il y a quelque chose d'amusant. Les Tunisiens disent, bon, on est un pays arabe, mais on est très originaux, quand même, très particuliers. On n'est pas comme les autres. L'Égypte pourrait dire ça 100 fois. Hein. On est un pays particulier, avec une histoire spéciale. Donc les Tunisiens disent, il ne faut pas nous comparer aux pays arabes. Il faut nous comparer à des pays voisins de l'Europe, ou qui sont entrés dans l'Europe il n'y a pas longtemps, comme la Croatie, ou des pays émergents, des pays en transition. Ce n'est pas très habile par rapport à l'Europe, parce que si on les prend pour un pays arabe maghrébin, original, mais quand même, on dit, mais c'est quand même un pays arabe où les printemps arabes, c'est pas mal tourné quand même, c'est intéressant. C'est original. Et le leader islamiste Ranouchi, il m'a dit, nous combattons l'islamisme. Il m'a dit ça. Nous combattons l'islamisme. Nous sommes pour une alliance des musulmans modérés, ce sont ces termes, hein, et des démocrates. Et nous combattons l'interprétation fausse qui est faite par les islamistes. Alors on peut en penser ce qu'on veut sur le fond, et est-ce que c'est tactique ou pas, mais c'est intéressant, c'est original. Donc quand les Tunisiens disent on est un pays arabe, on dit ah oui,
c'est le pays arabe dans lequel il se passe des choses quand même très prometteuses. Il faut les aider plus. S'ils se comparent avec 50 pays émergents, c'est moins d'intérêt. Donc la Tunisie officielle a un peu de mal à se positionner dans ses demandes par rapport à l'Europe. Mais la Tunisie, en tant que société dynamique, société civile, organisation, elle est en pointe par rapport à tout ça. Je termine par la question du monde effrayant. Oui, c'est vrai, oui. Bon, c'est vrai. Si on pense que le monde était une sympathique communauté internationale et qui allait appliquer avec enthousiasme le préambule de la Charte des Nations Unies, que je suggère de relire, qui est un texte magnifique, il est évident que c'est angoissant. L'écart est très angoissant. Mais moi, je pense que ce n'est pas le monde qui est tellement plus dur, c'est les illusions idéalistes qu'on a eues dans certains milieux qui n'étaient pas fondées. Donc on retombe dans le monde réel. Bon. Alors voilà, donc c'est un monde qui est dur, il y a des compétitions, mais en même temps, il y a une économie globale, donc tout le monde est très interdépendant. Donc tout le monde a besoin d'exporter, d'importer. Il y a une information incroyable des peuples sur tout ce qui se passe, qui n'a jamais existé avant. Donc c'est pas possible, même dans des dictatures, de fermer un peuple, un peu plus, par rapport à ça. Il y a des circulations humaines gigantesques qui continueront, qu'il faut organiser mieux. Par exemple, toutes les questions migratoires entre l'Europe et les autres pays, il faut l'organiser mieux. Il faut une cogestion avec les pays de départ et de transit. Et les pays d'arrivée, ça on y arrivera naturellement. Bon. Donc il y a des éléments qui sont au contraire encourageants, qui sont forts, qui sont solides, qui sont positifs. Est-ce qu'on peut en tirer une meilleure organisation? C'était la question de madame, puisque j'ai expliqué que les Nations Unies, il ne faut pas attendre des miracles extraordinaires. Bon, c'est pas évident, là, franchement, parce que quand le monde a été organisé, c'était par des vainqueurs. Après 1918, on organise la Société des Nations, qui n'a pas marché d'ailleurs. Et c'est les vainqueurs qui organisent. Après 1945, tout a été organisé par Staline, Roosevelt, puis Truman et Churchill. Et un peu la France après. Bon, c'est les vainqueurs. Bon, mais après, dans la période récente, après la fin de l'URSS, après la fin de la guerre froide, il n'y a pas de vainqueurs. Et on n'a pas fait d'une nouvelle organisation. Donc aujourd'hui, bien sûr, il faudrait organiser mieux les choses. Bien sûr. Bien sûr, il faudrait une grande conférence régionale au Moyen-Orient, comme il y a eu en Europe la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. C'est évident qu'il faut une conférence sur la sécurité et la coopération au Moyen-Orient, avec toutes les parties prenantes qui, au début, se critiqueraient violemment, mais qui apprendraient à travailler. Bien sûr que ça manque, mais il faut qu'il y ait des puissances, des leaders, des pays qui imposent ces progrès, ces cadres nouveaux. Et il n'y a pas la même situation que, je vous dis, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où c'était organisé par peu de gens. Le préambule, peu de leaders. Le préambule de la Charte des Nations Unies dont je vous parlais, ça commence par nous, les peuples des Nations Unies. C'est superbe. Mais en fait, ce n'est pas les peuples qui ont écrit, bien sûr, c'est les directeurs juridiques des 3 pays principaux. Directeurs juridiques des ministères des Affaires étrangères des 3 pays principaux. Bon, donc il manque un peu la puissance organisatrice. Donc on n'y arrivera pas globalement. Et puis personne aujourd'hui sur la planète est capable de dire aux Chinois, pour revenir aux Chinois, vous devez faire ça, mais vous ne pouvez pas faire ça. Et personne n'est capable de dire à l'Arabie, il faut vous résigner à vous entendre avec l'Iran. Et personne n'est capable de dire à l'Iran, il faut arrêter de déstabiliser la région. Ça serait bien, mais il n'y a pas cette puissance-là. Donc on va progresser autrement, par des accords plus régionaux, plus spécialisés, des ententes professionnelles, des ententes technologiques, comme on avait fait au 19e, sur les questions du numérique, sur les questions de la cybercriminalité, sur des choses comme ça. Et là, je pense qu'il peut y avoir une floraison de coopération, de réseaux, etc., qui petit à petit prépare le moment où on pourra organiser globalement mieux le monde en termes géopolitiques, mais ce n'est pas tout à fait à portée de la main, là. Écoutez, merci sur cette conclusion en forme de vaste programme de travail. Et merci encore Hubert Védrine pour cette conférence. Et bonne soirée à tous.